il a observé qu'il y a un changement de ton bien réel, en particulier depuis Belgorod, mais qui s'exprime de plus en plus fort, le doute et parfois la panique. Voici les indispensables. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc vous nous dites, il y a d'abord ceux qui visiblement sont effrayés depuis les attaques à la frontière de Belgorod. Oui, écoutez d'abord cet extrait entre un animateur radio et un auditeur. Il s'agit d'une émission de radio libre en Russie, l'une des plus populaires dans le pays, où les auditeurs appellent la station pour donner leur avis à l'antenne. À entendre le son de sa voix, l'auditeur au bout du fil est paniqué. Pour lui, l'opération spéciale en Ukraine est tout simplement devenue une guerre civile sur le territoire russe. Écoutez. А есть возможность это предотвращать? Ну, я сейчас скажу то, что всем не понравится. Вторая волна мобилизации 500 тысяч человек. Это для того, чтобы вот эту часть держать? Нет. Для того, чтобы всю границу держать и закончить всю эту войну. Это не СВО, это война. Причем гражданская. D'autres s'interrogent. Comment des commandos venus d'Ukraine, armés de chars et de matériel lourd, ont-ils pu aussi facilement s'introduire en territoire russe? Eh bien, pour cet homme, Andrei Gorouliov, vous allez le voir, député à la Douma, membre du parti de Vladimir Poutine, c'est le signe de l'incapacité du Kremlin à protéger le pays. Et vous allez l'entendre, il propose une décision plus que radicale pour que cela ne se reproduise pas. Четвертое. Понятно, что повальное минирование, наверное, не лучший вариант. Но в этой ситуации те основные участки, где возможно участвовать прорыва, наверное, минировать надо. Причем там, где вчера противник прорвался, то вокруг все заминировано, кроме вот этой дороги, по которой они прошли. Вот и все. Vous avez bien entendu, David. Miner une grande partie de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Je vous rappelle qu'elle fait 1580 km. On peut parler de panique. Bon, et ce qui vous a frappé, c'est que même les grandes figures propagandistes, on a appris peu à peu à connaître ici, emploient des mots qu'on n'entendait pas auparavant. Oui, c'est un changement de ton auquel on assiste depuis plus d'une semaine. Je vous parlais de l'attaque de Belgorod précédemment, mais plus généralement, c'est l'accélération de l'aide occidentale. Les F-16, les missiles longue portée qui semblent ébranler les commentateurs. Écoutez Olga Skabayeva. Vous la connaissez très bien, on vous montre régulièrement des extraits de son émission ici. Et bien lundi soir, elle ne cachait pas ses craintes à propos des prochains jours. Écoutez. Истребители могут быть, а танки, а хаймерсы, а дальнобойная артиллерия, а Storm Shadow. Все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область тоже казалось невозможной еще позавчера. L'inquiétude semble même gagner Margarita Simonian, la propagandiste en chef du Kremlin. Ces dernières heures, alors qu'elle semble si confiante d'habitude, eh bien, elle semble se poser des questions sur la tournure que prennent les événements récemment. Elle avoue même, en direct à la télévision, avoir peur pour sa vie. Регионы, а теперь мы радуемся тому, что мы взяли 200 метров. Можно ли сказать, что не страшно? Я не знаю, страшно тебе или нет. Мне, конечно, страшно, но это, безусловно, не повод прекратить заниматься тем, чем мы занимаемся, и прекратить поддерживать свою родину. И я надеюсь, что у нас есть такие ресурсы, чтобы защитить все то, куда будут доставать эти ракеты. Почему так вот, знаешь, тревожно мне сегодня особенно? Enfin, on ne pouvait pas terminer sans évoquer le propagandiste en chef également, Vladimir Soloviev, que vous connaissez bien ici également. Comme à son habitude lors de ces émissions, il évoque le pire, une attaque nucléaire, mais cette fois-ci sur Moscou. Écoutez. Ну, сейчас долбанет, скажем, Украина ядерные бомбы по Москве попробуют. Они 100%, если такая возможность будет, они попробуют. Мы сотрем их с лица земли. Американцы скажут, отлично. Merci Quentin. L'hypothèse que l'Ukraine, armée d'une bombe nucléaire par les Occidentaux, irait la balancer sur Moscou. Disons-le clairement, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans cette société russe, de connaître la tectonique des plaques au sein de l'opinion russe, si ça évolue, si ça n'évolue pas. Mais enfin, la télé russe, les téléspectateurs russes qui téléphonent pour en parler, est-ce que c'est un petit thermomètre qu'il faut prendre en compte, Vincent ? Alors d'abord, hommage à Quentin pour s'être fadé des heures de délire propagandiste, mais c'est utile. Notamment la première intervention. Souvenez-vous qu'au regard de la loi russe, le fait d'évoquer publiquement ou en privé le terme de voïna, c'est-à-dire guerre, et non pas opération militaire spéciale,
est passible d'une condamnation et d'une lourde amende. Et là, vous avez une émission dans laquelle, explicitement, on fait allusion non seulement à une guerre, mais horresco referens à une guerre civile, ce qui est vraiment l'abomination. Deuxième remarque, sur Gourouliov, donc ce vice-président de la Douma, qui, au passage, est l'ancien commandant adjoint du district militaire sud. Donc c'est un militaire, c'est un ancien général. Avant d'admettre que, grosso modo, tout a été miné sauf l'axe qui a été emprunté par l'ennemi, encore bravo, il dresse l'inventaire de tout ce qu'il aurait fallu faire en termes d'entraînement, de formation, de dispositions défensives, etc. Donc, implicitement, qui n'a pas été fait. Et ça, évidemment... Pardon Vincent, sur ce point, ce que disait Quentin, la Russie en est à miner sa frontière pour la protéger de l'Ukraine, alors qu'il y a quelques mois encore, c'était elle évidemment, et qui est toujours d'ailleurs en région ukrainienne, qui occupe ces régions, et maintenant c'est elle qui a peur d'être envahie. Et je termine là-dessus, parce que Margarita Simonian, qu'on a connue très arrogante, très hautaine, mépris abyssal pour les Ukrainiens, etc., elle souligne que maintenant on en est à compter les 200 mètres gagnés. Mais vous savez que après Barmout, il y a eu une sorte de correspondance qui a été établie entre la conquête relative de Barmout et l'arrivée des troupes russes dans Berlin, des troupes soviétiques dans Berlin en 1945. Enfin, à ce compte-là, si vous voulez, le fait d'avoir refoulé les assaillants venus d'Ukraine, c'est grosso modo Napoléon et la retraite de Russie, quoi. Enfin, on en est évidemment à aller invoquer des précédents. Et je termine sur un dernier point. On va peut-être pas ouvrir tout de suite la souscription pour leur envoyer des antidépresseurs, mais à l'évidence, il y a quelque chose qui dysfonctionne, y compris dans la mécanique propagandiste qui était tellement bien huilée jusqu'alors. On a l'impression qu'eux-mêmes ont perdu leur repère. Ouais. Moi, il y a ce doute, il affleure. Oui, alors il y a peut-être un effet de loupe, il faut toujours s'en méfier. Et puis, mais enfin... Et puis, moi je me pose la question, parce que si les personnalités aussi de premier plan en sont à dire publiquement, finalement, elles font un pushback, elles sont en train de faire marche arrière, est-ce que d'une certaine manière, ça n'est pas aussi voulu, à tout le moins autorisé, y compris par Poutine, qui pourrait se dire, le moment venu, il peut peut-être devoir, alors il ne fera pas amende honorable, mais il peut peut-être se fonder sur un certain nombre de leaders d'opinion de son pays, disant, on réfléchit, etc., pour pouvoir faire marche arrière. C'est peut-être aussi une façon, parce que je doute de ce que des personnalités de premier plan remettent en cause, alors même qu'il y a un an, il y a un peu plus d'un an, on va écraser l'Ukraine en 2 temps 3 mouvements, ça sera terminé. Et puis maintenant, on en est à dire, on n'aurait pas dû faire, on s'est trompé, ils sont mieux formés que nous, et ça se sait, on l'entend, ils savent très bien que nous écoutons. Donc je me demande, est-ce que c'est aussi spontané que cela ? Alors souvenons-nous, c'est vrai que le média d'enquête Medusa avait révélé le manuel de propagandiste à l'intention de toutes ces personnalités qu'on vient d'entendre à la veille de la contre-offensive, et que c'était ne minimisez pas la force de l'armée ukrainienne, parce que lorsque nous les vaincrons, ça sera un moyen aussi de glorifier notre action. Alors c'est peut-être aussi ce qu'ils sont en train de faire. Mais enfin, Rim, on a tellement, ou Pierre, si vous voulez intervenir, je voudrais aussi avoir votre regard là-dessus, parce qu'on a tellement dit que les Russes écoutaient dans les régions, dans la Russie profonde, écoutaient cette télé, subissaient ce bourrage de crâne, que là, s'ils entendent ça aussi, d'abord, est-ce que ça reflète leur propre évolution, ou est-ce que s'ils entendent ça à longueur de journée désormais, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet ? Oui, c'est ce qu'on peut se dire. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup dans les extraits que Quentin a sélectionnés, c'est le non-verbal. Et c'est vrai qu'on a souvenir d'un non-verbal triomphaliste, expliquant que Londres, Paris, Berlin allaient être rasés par des missiles nucléaires. Et là, on a quand même des postures très le front un peu bas, quand même un peu lourd. Le porte-parole Peskov aussi, ses dernières déclarations, on a l'impression qu'il est un peu perdu, qu'il donne le sentiment de ne plus avoir le même allant. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis, un mot peut-être sur Prigojine, dont vous avez donné des extraits. Il a aussi dit, je ne sais pas si on a cet extrait-là, il a aussi évoqué la possibilité d'une révolution. Il a dit, si ça continue comme ça, on arrivera à une révolution. Dans le sens, une révolution du peuple contre ce que j'ai appelé les hommes en acajou,
c'est-à-dire les hommes que Prigojine ne cesse de dénoncer, ceux qui sont derrière des bureaux d'Acajou. Entre parenthèses, j'ai cru reconnaître un bureau en Acajou sur lequel se trouve Prigojine. Donc finalement, il peut lui aussi être considéré comme un homme d'argent et un homme de pouvoir, mais il a évoqué très clairement dans l'interview le fait de dire si ça continue comme ça, il y aura un phénomène révolutionnaire, mais contre les oligarques, enfin contre la nomenclatura en place. Et cette nomenclatura, elle est poutinienne. Dans le on peut tout perdre, c'était pas on peut tout perdre, c'était pas la Russie, mais on peut tout perdre, c'était probablement ces dignitaires. Absolument, ces ce sont les hommes de pouvoir. Absolument, ce sont qui se connaissent tous quand même. Rappelons que Prigojine, il connaît Poutine depuis les cuisines de Saint-Pétersbourg quand il le servait à table. Il y a plus de 30 ans, Rim, vous suivez les boucles, vous vous intéressez aussi à ce climat en Russie. Est-ce que vous sentez quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce que vraiment la boîte est trop opaque? Je pense qu'on doit être très prudent, parce qu'il ne faut pas du tout projeter sur une société russe qui n'a pas nos codes, qui n'a pas notre culture, nos codes et notre culture et notre façon de voir les choses et notre façon de réagir. Cela dit, je suis très frappée parce que Margarita Simonian a dit, quand elle utilise le mot 2 fois, inquiète. Elle est inquiète. Même ça, elle a peur, il me semble. Le terme peur a été utilisé. Inquiète. Ça, ça fait pas partie de son registre, ça fait pas partie de son vocabulaire, du moins depuis le début de la guerre. Donc je pense que ça, c'est quand même parlant. Et aussi, quand elle dit « j'espère que nous avons les ressources », c'est un doute sur la capacité de cet État russe en lequel elle avait une confiance complètement aveugle. C'est très intéressant, ça va être intéressant aussi de voir si elle continue sur ce registre, si elle continue de faire son émission, si elle a franchi une ligne rouge ou pas. Je ne sais pas. C'est vraiment très difficile de savoir ce qui est en train de se passer en Russie quand on n'y est pas. Et même quand on y est, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Merci à Charlotte Sauvager aussi qui a beaucoup travaillé avec Quentin. Oui, Pierre, vous voulez rajouter? Oui, juste un mot en rebond de ce que Rim a dit. Il faut être effectivement prudent, mais moi je suis la Russie et surtout l'effort militaire russe et poutinien depuis une quinzaine d'années, avec toutes les opérations et toutes les guerres dans lesquelles la Russie s'est engagée. Et il faut savoir que Poutine a très fortement communiqué sur la puissance militaire retrouvée, en expliquant que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une chienlit pas possible. Voilà, il y a eu l'épisode du Koursk, donc ce sous-marin qui a coulé avec tout l'équipage, et Poutine a été absolument lamentable dans le comportement. Mais à côté de cela, la communication du Kremlin sur « nous avons des missiles extraordinaires, on a redressé notre armée, nous avons une armée formidable, on a 1 million d'hommes mobilisables », vous comprenez que quand vous êtes baigné de ce discours-là et que vous vous retrouvez avec une opération spéciale qui se plante dès les premières semaines de combat, quelle que soit la part de jeu ou de non-jeu dans ce qui est dit, vous descendez de l'armoire. Et ce mouvement de descente, effectivement, Rim a raison sur cette phrase en disant j'espère bien quand même qu'on a les moyens. On la retrouve à répétition. Et ce qu'on a souvent dit sur ce plateau, c'est que l'histoire militaire russe, puisque Poutine aime bien les cartes, etc., elle est très variée. C'est-à-dire, il y a eu Pierre le Grand, la Grande Catherine, qui ont fait des conquêtes importantes, etc. Mais il y a eu aussi des successions d'échecs. Le plus cuisant étant celui contre le Japon en 1905, avec notamment une défaite navale où pratiquement toute la flotte russe a été écrasée à Tsushima par l'amiral japonais Togo. Et il y en a eu d'autres après derrière. C'est-à-dire que les Russes ont dans leur tête, pour essayer justement de sortir de notre francocentrisme, ils ont dans leur tête toute une série de défaites et d'effondrements qui correspondent chez nous, Français, à l'effondrement de mai-juin 40. Cette semaine, la plus grande armée européenne, la France, avec les Britanniques, écrasée, etc. Et en France, on a ce traumatisme à l'intérieur de nous. Moi, je le vois depuis le début de la guerre, sur toutes les questions qui sont posées sur notre armée, nos munitions, la loi de programmation... Aujourd'hui encore. La loi de programmation militaire, vous sentez dans les publics auxquels je peux m'adresser quand je fais des conférences, etc., une espèce de peur qui vient, ancestrale, qui vient de cette cassure, cette brisure. Les Russes ont la même chose, parce qu'en plus, il y a eu 17 avec la révolution derrière, et il y a eu d'autres épisodes, il y a eu l'Afghanistan, plus présent encore. Et donc, si vous voulez, plus vous montez, plus vous vous gargarisez de votre puissance, et tout d'un coup, vous vous rendez compte, au bout de 15 mois, 16 mois,
que ça patine, que votre territoire est attaqué, etc., même si l'information et la propagande est là, moi je pense qu'au bout du compte, ça explique ce qu'on voit. Surtout qu'elle devait être de courte durée. Elle devait être de très courte durée. Ah bah oui. Je vous donne la parole, Rim, mais un mot, Pierre, parce que vous connaissez bien ces questions stratégiques. Est-ce que ça, c'est considéré comme des signaux ou des signaux faibles quand on est le renseignement ukrainien, britannique, américain? Est-ce qu'on écoute ce qu'on écoute nous-mêmes, là, ce qu'on vient d'écouter? Ah oui, parce que toute la guerre informationnelle, toute la dimension médiatique, elle est scrutée, elle est analysée, elle est étudiée. Ça fait partie de ce que les militaires appellent le renseignement d'ambiance, qui donc n'est pas classifié, c'est ouvert. Mais ça vous permet quand même, et donc les services de renseignement font le travail que nous faisons, avec des moyens encore plus importants, y compris par des systèmes de mots-clés qui vont permettre de repérer peur, doute, Belgorod, etc. Donc ça vous permet de voir les récurrences, de voir le changement de discours. Tout ça, effectivement, est intégré dans l'analyse. Oui. Je voulais juste faire une clarification pour nos téléspectateurs qui peut-être ne sont pas des spécialistes. Quand un des intervenants à la télé russe dit les Ukrainiens pourraient balancer une arme... Une bombe atomique, Soloviev. Sur Moscou. Alors, il faut juste rappeler certaines choses. L'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires et atomiques lors du mémorandum de Budapest en 1994, donc elle n'en a plus. Et deuxièmement, les pays qui soutiennent l'Ukraine, donc l'Occident, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni en particulier, ce sont les pays dotés, ils ont une politique de non-utilisation à premier recours, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer une guerre nucléaire ou atomique. Donc ça, c'est juste important, juste pour rassurer les gens, ça ne viendra pas de ce camp. Oui, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Oui, c'était le narratif russe depuis le départ. C'était côté russe, on disait on va utiliser l'arme nucléaire parce qu'on a des risques, etc. Ils sont pris à leur propre piège. Oui, Vincent. Oui, moi je rejoins évidemment, notamment Rim et Jean-Claude, sur la nécessité d'une certaine prudence. J'envisage évidemment, chaque fois que je regarde ce type de séquence, est-ce que c'est pas un coup de billard à trois bandes? Est-ce qu'on ne surjoue pas le défaitisme pour justifier, par exemple, des mesures répressives ultérieures? Mais je pense que là, on a franchi un cap. C'est-à-dire que quand vous projetez dans le grand public les concepts de peur et de doute, vous n'êtes plus dans la tactique propagandiste. Et juste pour terminer, dans l'échange dont on a vu un extrait entre Soloviev et Gorouliov, donc ce vice-président de la Douma, il y a un moment absolument surréaliste où on explique qu'il faut aller envoyer sur le front les médecins et les infirmières incarcérés. Il y a quoi? Il y a des dizaines de milliers d'infirmières et de médecins qui sont dans les colonies pénitentiaires russes. C'est absurde. Et il y a un échange, toujours une sorte de duo funeste entre Soloviev et son monsieur Météo. Et le monsieur Météo préconise, lui, d'utiliser les bombes climatiques bricolées par les ingénieurs soviétiques il y a plusieurs décennies. Quand on en est là, si vous voulez, outre l'invocation de Gorouliov à la nécessité de frappes nucléaires tactiques sur les aérodromes, sur, que sais-je, les centres de commandement ou l'Alaska, tant qu'on y est, le territoire le plus proche de la Russie. Quand on en est à ce stade-là, si vous voulez, je pense que ça va au-delà d'un calcul machiavélique et tactique. Non, mais ça peut être pour préparer une reculade, tout simplement. Parce qu'il sait, Poutine a peut-être le sentiment, ou peut-être qu'il est convaincu, je ne connais pas son état d'esprit, que c'est un échec. Si on part de février 2022, aujourd'hui, c'est un échec. Donc, pour préparer la reculade face effectivement à cette propagande extrêmement guerrière, eh bien, on commence à préparer les esprits. Parce que ces gens ont été décorés, et plutôt deux fois qu'une, Soloviev et Simonian, par Sa Majesté soi-même. Moi, je suis frappé de vous entendre, Vincent, quand même, parce que vous suivez tout ça avec nous depuis 15 mois. Ça a commencé il y a 15 mois, tout juste, cette invasion. On est le 24. Et c'est la première fois que je vous entends dire, là, l'inflexion, elle va au-delà de ce qu'on peut imaginer comme calcul, comme arrière-pensée, comme tactique. Bon, dont acte. Oui, Pierre, un dernier mot. Surtout que, comme justement vous portez attention à ces médias depuis déjà quand même quelques semaines ou quelques mois, on voit cette température qui monte. C'est-à-dire que Soloviev, qui lui était là à vouloir balancer des missiles nucléaires sur tous les pays européens, maintenant il en est à dire c'est nous qui allons les recevoir. Donc il y a quand même une bascule. Tout dernier point, j'imagine Poutine, avec les remontées de bretelles qu'il a dû faire ces dernières heures, et je ne vois pas comment les Russes ne tenteraient pas quelque chose, ne feraient pas quelque chose, surtout s'ils sont convaincus que la contre-offensive a déjà commencé et va s'amplifier.
je ne les vois pas rester inertes. Donc il va falloir regarder de très près les câbles Internet transatlantiques, des actions étranges, le chimique. Le chimique, via les engrais chimiques ukrainiens, on peut avoir des barbouzeries russes. Je vais vous libérer, mais on a commencé l'émission en voyant que Vladimir Poutine, pendant ce temps, avec des cartes de Louis XIV, refaisait l'histoire de l'Ukraine pour convaincre tout le monde que l'Ukraine n'avait pas d'existence historique et qu'elle ne devait sa réalité qu'à l'Union soviétique. Il s'est exprimé aussi aujourd'hui. Il parle de tout sauf de cela. Il parle de tout sauf de cette guérilla qui devient systématique, qui s'étend un peu plus chaque jour. Il parle de tout sauf la contre-offensive qui vient. Écoutez-le tout à l'heure lors de ce Conseil de sécurité. Là, il évoque la grande fresque du monde et il évoque l'ordre international qui doit changer. Mais on ne l'entend pas sur ce sujet qui occupe tout le monde, y compris à la télévision publique russe. Écoutez-le. Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Россия убеждена, что такому разрушительному курсу политики шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. Montage Élodie Salé, comme s'il refusait de voir, de commenter, peut-être de rassurer, peut-être de menacer, peut-être en tout cas, refuse de commenter la situation qui semble aujourd'hui éclater aux yeux de tous. Et Poutine ne va pas le faire, et Poutine ne va, même si c'est une vraie défaite, il ne va jamais admettre qu'il y a eu un échec ou une défaite. Il va continuer à s'inscrire parmi les grands de ce monde et à dire au peuple russe que lui, il est en train de remodeler l'ordre international et que c'est son grand ami, le président chinois, avec qui il va le faire. Et ils vont devenir les seigneurs, les nouveaux seigneurs du monde. Voilà. Ignorons, voilà, la situation se détériore, ignorons surtout cette réalité. Merci beaucoup, Rim.